Cette semaine, voici ce que j'ai vu passer sur Internet. Un média a posté un sondage sur YouTube. Seriez-vous prêt à accueillir un migrant chez vous ? Résultat, 1% de oui, 99% de non. Ça buzz, ça clive et surtout, ça alimente les colonnes. Mais est-ce que ce chiffre nous dit vraiment quelque chose de sérieux sur la société française ? Pas vraiment. Et d'ailleurs, ce n'est même pas ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je veux aller plus loin. Je veux parler de ce qui me préoccupe vraiment en tant que citoyen quand on me pose cette question. Ce n'est donc ni une question d'origine, ni une question de compassion automatique. C'est une question pratique. Avons-nous, collectivement et individuellement, les moyens techniques, financiers et logistiques d'accueillir quelqu'un dignement chez nous ? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Gaël relie l'actu. Parlons des sujets qui font bouger les lignes. Bonjour à tous et bienvenue dans Gaël relie l'actu, le podcast citoyen qui décrypte les sujets qui font bouger les lignes. Pour vous, pour moi, pour nous tous. Si ce podcast résonne avec votre façon de voir le monde, je vous invite à vous abonner sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle. Alors vous, ça ne vous coûte rien, mais moi ça m'aide concrètement à mieux faire connaître cette émission et aussi à vous proposer un nouveau décryptage chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, l'accueil d'un migrant chez soi. Pas en théorie, mais en pratique, avec des faits, des chiffres et mon avis de citoyen. Les faits, ce que disent et ne disent pas les sondages. Commençons par le début. Un sondage YouTube, qu'est-ce que c'est ? Eh bien déjà, ce n'est pas un sondage scientifique. C'est simplement un vote d'audience qui voit la vidéo, qui clique et qui a envie de réagir dans les commentaires. Idem avec le mot employé, ça compte énormément. Prenons migrant par exemple. Ça ne sonne pas comme réfugié en détresse. 2 mots, 2 histoires, donc 2 réponses. Le nombre de participants est important également. 6000 votes sur une plateforme, ce n'est pas représentatif des 67 millions d'habitants. D'autant plus que YouTube est international et que beaucoup de francophones ne sont pas français. Donc, premier point, ne confondons pas émotion en ligne et climat social. Maintenant, mettons des chiffres sérieux sur la table. Je vous les mets également en lien dans la description de ce podcast. Il existe des études, parfois anciennes, qui montrent une vraie réserve. Par exemple, une enquête menée il y a quelques années par Solia et Harris Interactive indiquait que la majorité des personnes se disaient réticentes à héberger chez elles. Mais attention, d'abord parce que ces études datent, ici 2017, et reflètent un contexte précis. Ensuite, elles disent surtout ceci. Beaucoup de Français veulent bien aider, mais ils veulent le faire de manière organisée et encadrée. Et c'est justement là l'enjeu. Pourquoi ? Parce que la réalité matérielle pèse. Et c'est ça dont je voudrais vous parler. La réalité matérielle, ce que coûte vraiment un accueil. Vous le savez, j'aime bien parler de manière franche et claire. Aujourd'hui, beaucoup de ménages n'ont plus de chambre d'amis disponibles, comme on pouvait en avoir il y a 10, 15 ou 20 ans. Les logements sont de plus en plus petits, les loyers de plus en plus chers et le coût de la vie de plus en plus serré. Lorsque l'on discute, beaucoup me disent « Gaël, nous ne vivons pas comme avant. Les enfants partagent une chambre et les parents parfois dorment dans le salon. » Et ça, c'est vrai pour des millions de Français. D'ailleurs, selon le 18e baromètre de la pauvreté et de la précarité, une étude Secours Populaire et Ipsos sortie en 2024, une part non négligeable de la population française est en situation précaire. Découverts courants récurrents, renoncement à des produits d'hygiène, inquiétude alimentaire. Je vous mettrai le lien dans la description de cette émission. Bref, ce ne sont pas des états passagers pour tout le monde. C'est bien souvent une réalité quotidienne qui dure. C'est ce que confirme Le Figaro avec son article « Renoncement aux produits d'hygiène » paru le 16 avril 2026, où justement nous voyons que près de 4 millions de Français renoncent aux produits d'hygiène faute de moyens. Déodorants, shampoings et dentifrice. Et puis, il y a la réalité géographique. Si vous habitez en ville, vous avez peut-être un studio ou plus, mais vous avez aussi des loyers qui laissent peu de marge. Si vous habitez à la campagne, ce qui est mon cas, avoir un toit un peu plus grand ne veut pas dire être en capacité d'accueillir quelqu'un dignement.
je vais vous donner une anecdote personnelle. Chez moi, en zone rurale, l'isolement est réel, l'absence de transport aussi. L'accès au travail, à France Travail, au service, à l'hôpital, chez le médecin, à la poste, tout demande une logistique et surtout une voiture. Voici quelques exemples de mon quotidien. Le France Travail le plus proche de chez moi est à 20 km. L'hôpital à 35. La poste ouverte à coup sûr, c'est-à-dire au moins 5 jours par semaine, c'est 20 km. Le premier commerce alimentaire, boulangerie, supérette, 10 km. Et la gare la plus proche est à 45 km. Quant à l'aéroport, 80 km. Alors bien sûr, il y a des bus régionaux, comme Brest-Go, ou encore les bus SNCF. Alors déjà, premièrement, il faut noter qu'en campagne, il y a bien souvent plus d'habitants hors du bourg que dans le bourg. Ce qui est mon cas, d'ailleurs. Donc, rien que pour arriver dans le centre-bourg, je parcours une distance de 2 km 300. Il faut donc le faire à pied si nous voulons utiliser un transport en commun. Sauf qu'il n'y a pas d'arrêt dans ma commune. Quand je cherche sur internet, sur Brest-Go ou SNCF Bus, en réalité, on me propose de me rendre dans la commune la plus proche, 10 km de là, pour récupérer les lignes de bus. D'un côté, pour atteindre la métropole, 80 km, le trajet dure environ 1h12 avec une fréquence de toutes les 3 heures pour Brest-Go et de 4 fois par jour pour la SNCF Bus, et le coût est estimé entre 7 et 22 € par trajet selon l'opérateur. Et pour aller à la poste, à France Travail, à la maison des services publics, à la gendarmerie, la fréquence est d'environ 1 fois par heure pour le prix de 19 à 26 € pour l'ensemble, puisque vous serez obligé de prendre un taxi plus le bus. À noter également qu'il est impossible d'aller à l'hôpital en transport en commun. Donc, accueillir une personne qui n'a pas les moyens de se déplacer, c'est aussi risquer de la condamner à l'inactivité et à la solitude. Accueillir dans ces conditions n'est pas forcément aider, c'est parfois isoler davantage. Les questions ouvertes. Accueillir, mais comment ? Alors, si nous voulons accueillir humainement des gens, cela suppose quoi ? D'abord, des solutions structurées, pas du débrouille-tout improvisé. Par solutions structurées, j'entends 4 piliers. D'abord, un accompagnement administratif et juridique, pour que la personne puisse obtenir des droits de travail, aux soins, à l'éducation. Sans cela, l'accueil ne mène pas à l'autonomie. Petit 2, une aide financière ciblée. Prise en charge partielle du logement, aide au loyer, prime d'accueil, accueillir coûte de l'argent, et beaucoup de ménages honnêtes n'ont pas cette marge. Point numéro 3, un soutien logistique avec un accès au transport, un accès aux services publics locaux, par exemple. Sans mobilité, pas d'autonomie, surtout en zone rurale. Et enfin, un encadrement social. Formation des hébergeants, accompagnement psychologique, médiation culturelle. La cohabitation crée parfois des tensions qu'il faut savoir gérer. Et bonne nouvelle, ça existe déjà. Oui, il faut le dire. Des associations comme Solia, Singa ou encore le service jésuite des réfugiés facilitent l'hébergement en mettant en relation et en accompagnant. Par contre, elles n'inventent pas la solidarité du voisin. Elles l'organisent pour qu'elle soit durable. Et c'est à partir de ces modèles que je dirais oui à l'entraide, mais humanisée et structurée. Un autre point qu'il faut mettre sur la table. Nous avons tous des biais. Au début de la guerre en Ukraine, par exemple, la France s'est mobilisée massivement. Beaucoup d'Ukrainiens ont trouvé un toit et un accompagnement rapide. Quand on compare avec l'accueil d'Afghans, de Syriens, de Maliens ou d'autres personnes venant d'autres contextes, on constate une réelle différence d'appétence. Pourquoi ? D'abord la proximité culturelle, la médiation, la construction politique du mérite du réfugié. C'est un constat gênant, mais réel. Notre empathie n'est pas universelle. Elle dépend des récits et des proximités. Il est légitime de les dénoncer et de chercher à mieux faire. Un humain reste un humain, qu'il soit syrien, malien ou ukrainien, mais dans le discours des politiques et des médias, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a le bon réfugié et le bon réfugié, comme disaient les inconnus. Mon avis raisonné, oui à l'hospitalité et non à l'improvisation.
Alors, vous qui m'écoutez, où est-ce que moi, je me situe là-dedans ? C'est vrai, Gaël, où es-tu ? Pour le oui ? Pour le non ? Franchement, je suis convaincu d'une chose, oui à l'hospitalité et donc non à l'improvisation. Concrètement, ma réflexion se base sur 3 leviers. D'abord, il faut favoriser les hébergements encadrés, prioriser l'appui aux associations qui proposent des procédures d'accueil, suivi social et financement partagé. Ces dispositifs coûtent moins cher à la collectivité que l'hébergement d'urgence improvisé. Et surtout, ils augmentent les chances d'intégration. Second levier, mettre en place des incitations locales, des aides fiscales ou des primes d'accueil pour les particuliers qui ouvrent des chambres dans un cadre du dispositif certifié. Subventionner la rénovation de logements vacants pour les transformer en logements d'accueil. Et le troisième levier, agir sur la mobilité en zone rurale. Bons de transport, cofinance de navettes, accords avec des entreprises locales pour faciliter l'accès à l'emploi. Sans déplacement, pas d'autonomie. Et honnêtement, n'oublions pas la dignité humaine. Accueillir, c'est offrir une chance de vie sociale, un accès au travail, à la santé, à l'autonomie, à l'école, à la langue. Sans ces leviers, l'accueil est juste symbolique, ça sert juste à flatter l'ego. Mais, bien souvent, c'est contre-productif. Avant de conclure, je veux vous poser une dernière question. Et vous pouvez y répondre dans le sondage du podcast ou bien y répondre en commentaire. Seriez-vous prêt à accueillir un migrant ou un réfugié, vous choisissez le terme qui vous plaît, si l'État ou une association garantissait la prise en charge financière de l'accueil et s'il proposait un accompagnement social structuré ? Ça change tout. Petit A, oui. Petit B, non. Petit C, peut-être. Petit D, seulement en ville. N'hésitez pas à répondre. Vos retours m'aideront à écrire la suite ou à trouver d'autres sujets. Et pour finir, une toute dernière mise au point. Quand on parle d'accueil, évitons l'opposition binaire compassion, fermeture. Beaucoup de non viennent d'une réalité matérielle et non d'un rejet de l'autre. Et beaucoup de oui veulent des réponses organisées. Le débat est politique. Voulons-nous innover en solidarité structurée ou bien continuer à compter sur les bons cœurs improvisés ? Moi, je mise plutôt sur la première option. Merci d'avoir écouté Gaël relit l'actu. Alors si le sujet vous a touché ou bousculé, je vous invite à réagir directement sur la plateforme. Vous pouvez également vous abonner et puis surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à mettre 5 étoiles sur le podcast. Cela va aider énormément la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu une expérience d'accueil. Si ça vous tente, si vous avez des freins, si vous ne le ferez sûrement pas, positive ou négative, écrivez-moi. Je lirai tous vos témoignages et on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, le prochain épisode, c'est dans une semaine tout juste. Alors, pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, la solidarité commence par le réel. À très bientôt. Gaël relit l'actu. Parlons des sujets qui font bouger les lignes.